Mesdames et messieurs, vos excellences, j'espère que de telles rencontres, que nous organisons déjà de manière traditionnelle, vous sont utiles pour mieux comprendre l'évolution de la situation. La lutte géopolitique autour de cette nouvelle menace, inventée par l'Occident pour réprimer la Fédération de Russie, se poursuit. Je fais référence à la création, à Kiev, d'un régime nazi par le biais d'un coup d'État, visant à utiliser le territoire ukrainien pour constituer des menaces militaires directes à la sécurité de notre pays et pour anéantir la culture que les ancêtres des habitants du Donbass et de la Nouvelle-Russie ont forgée pendant des siècles. Ces habitants, aujourd'hui, souhaitent rester fidèles à leur histoire, à leur langue et élever leurs enfants dans les traditions qui se sont perpétuées dans leur famille, transmises de génération en génération au fil des siècles. Nous avons intitulé cette rencontre « Les aspects géopolitiques de la crise ukrainienne ». Vous le savez, les racines de cette crise plongent loin dans l'histoire contemporaine, jusqu'à la période précédant la dissolution de l'Union soviétique et les années qui ont suivi. Aujourd'hui, de nombreux historiens et politologues occidentaux, notamment ceux qui sont responsables, reconnaissent ce que leurs collègues disaient déjà depuis de nombreuses années, voire des décennies. En effet, lorsque le pacte de Varsovie a été dissous et que l'Union soviétique s'est ouverte à une union avec l'Occident, l'Europe et les États-Unis, sur la base de l'égalité, des bénéfices mutuels et du respect réciproque, personne n'a envisagé de dissoudre l'OTAN, bien que cela aurait été possible. Beaucoup considèrent cela comme une erreur. Hier encore, Jeffrey Sachs, un économiste et politologue américain bien connu, a rappelé dans une interview avec Tucker Carlson cette erreur historique, selon lui. Pourtant, comme dit le dicton, l'histoire ne fait pas de conjectures. L'OTAN existe toujours. Plus encore, il semble que des raisons expliquent pourquoi l'OTAN n'a pas répondu réciproquement à la dissolution du pacte de Varsovie, pourquoi elle ne s'est pas autodissoute, ni n'a proposé aux anciens pays du bloc socialiste de ne conserver que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sans alliance militaire fermée, afin de vivre dans la transparence, dans le respect et la recherche d'avantages mutuels. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que la raison de cette décision était le désir insatiable des États-Unis de maintenir l'OTAN comme instrument de contrôle sur l'Europe, notamment sur l'Allemagne, où des dizaines de bases militaires américaines sont encore présentes, afin que les Allemands obéissent aux ordres de Washington. Cela permet également aux États-Unis, dans le cadre de l'élimination d'un concurrent sur le marché énergétique européen, de faire exploser les principaux pipelines appelés Nord Stream, obligeant les Allemands à accepter cela en silence et à être prêts à payer 1,5 fois ou 2 fois plus cher pour le gaz naturel liquéfié américain par rapport au gaz russe livré par pipeline. Ainsi, pour maintenir l'Europe dans une position subordonnée vis-à-vis des États-Unis, l'OTAN est nécessaire. C'est précisément pour cette raison que, lorsque le pacte de Varsovie a été dissous, personne n'a envisagé de dissoudre l'OTAN. Au contraire, elle a été utilisée pour renforcer l'hégémonie américaine sur ce continent et désormais sur d'autres. Vous avez peut-être entendu ce que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a récemment déclaré lorsqu'on lui a demandé si l'OTAN était une alliance défensive se limitant à protéger les territoires de ses membres. Il a répondu que c'était effectivement le cas, mais que les menaces contre le territoire de leurs États membres proviennent de diverses régions du monde, y compris de la région Indo-Pacifique. Par conséquent, l'OTAN étendra son infrastructure et établira des alliances dans cette région, qu'ils appellent le secteur Indo-Pacifique, pour des raisons bien connues. Selon Stoltenberg, la sécurité de la région euro-atlantique et celle de l'Asie-Pacifique sont indissociables, ce qui implique que de nombreux pays de notre continent commun doivent se préparer à ce que l'OTAN cherche également à garantir leur sécurité. Pour revenir à la période de la dissolution de l'Union soviétique, en plus des accords dans le domaine du contrôle des armements, que de nombreux experts russes jugent injustes et comportant des concessions unilatérales de la part de l'Union soviétique, d'autres accords ont suivi dans le même domaine. Ces accords ont permis une présence constante d'observateurs américains aux abords des installations où étaient produits nos armements nucléaires stratégiques. Outre cela, au début des années 1990, un grand nombre d'experts américains et d'autres pays occidentaux travaillaient dans la plupart des institutions gouvernementales de notre pays, de la nouvelle Fédération de Russie. Par ailleurs, l'Union soviétique, qui représentait le principal rival et concurrent des États-Unis et de leur ordre mondial, avait disparu. Un pays qui, à la tête du bloc socialiste et en coopération avec des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, promouvait les principes de respect de la Charte des Nations Unies n'existait plus. Et vous vous souvenez peut-être de l'économiste, homme politique et chercheur Francis Fukuyama, qui a alors proclamé la fin de l'histoire. À partir de maintenant, disait-il, l'ordre libéral mondial allait dominer. Nous n'attendons aucune opposition, peu importe d'où elle pourrait venir, affirmait-il. Cela signifiait pour eux que la Nouvelle-Russie, ainsi que toutes les anciennes républiques soviétiques et tous les anciens membres du pacte de Varsovie, étaient désormais dans la poche des États-Unis et de l'Occident collectif. C'était une vision évidente qui dominait là-bas et qui a prévalu pendant longtemps. Même aujourd'hui, ils sont encore animés par cette idée. Les événements actuels que nous observons sont le résultat du désir des États-Unis, à la tête de l'Occident collectif, de ne surtout pas perdre leur hégémonie sur la scène internationale.
Cela devient cependant de plus en plus difficile, voire impossible, alors que de puissants géants économiques émergent, principalement sur le continent eurasiatique, mais aussi en Afrique et en Amérique latine. Cette lutte pour maintenir leur hégémonie par le biais de sanctions, de chantage, de menaces et de forces armées est une bataille pour une époque révolue. Et il est clair que, dans cette lutte, ce que nous voyons, c'est que l'Occident s'accroche à toutes ces méthodes illégitimes. C'est en fait l'agonie d'un ordre mondial que les États-Unis continuent d'imposer à tous les autres, un ordre fondé non pas sur le droit international établi par la Charte dans toute son intégrité, avec l'interconnexion de ses principes, mais sur des règles arbitraires. Nous avons déjà discuté de ce sujet. Quand cela les arrange, ils organisent un coup d'État et affirment que la démocratie a triomphé dans tel ou tel pays. Lorsque des forces révolutionnaires arrivent au pouvoir, disons en Afrique, et qu'elles souhaitent se libérer des dernières chaînes du néocolonialisme, alors on parle de violation de la Constitution, des sanctions sont imposées, et bien d'autres choses encore. Pour revenir au début des événements qui ont marqué ce qui se passe actuellement en Europe et dans le monde, l'Occident pensait que la Russie était sous son contrôle. C'est pourquoi, en 2000, après la première élection de Vladimir Poutine à la présidence, lorsque la Russie a commencé à rétablir sa dignité et ses droits à une place légitime sur la scène internationale, les États-Unis n'ont pas pris cela au sérieux. Ils pensaient que ce n'était que quelques manifestations du caractère national. D'autant plus que dans les années 2000, la Russie, en défendant le respect de ses propres droits, cherchait à faire valoir ses droits sur la scène internationale uniquement par la coopération, par des accords d'égalité, et il y a de nombreux exemples à ce sujet. En effet, nous avons mis en place un vaste système d'interaction avec l'Union européenne, comprenant des dizaines de mécanismes, de formats et de structures qui se réunissaient plusieurs fois par an, élaborant des feuilles de route et convenant de la création de 4 espaces communs sur l'ensemble du continent eurasiatique. Il y avait beaucoup d'idées constructives, progressistes et prometteuses. Avec l'OTAN également, et ce, malgré la violation par l'Occident de sa promesse faite aux dirigeants soviétiques, puis aux premiers dirigeants de la Fédération de Russie, de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Cette expansion a néanmoins eu lieu, comme vous le savez. Mais même alors, à la fin des années 1990, le ministre des Affaires étrangères, Evgeny Primakov, lors des négociations avec l'Alliance de l'Atlantique Nord, montrait une volonté de ne pas adopter une posture agressive de confrontation avec la violation qui avait lieu, en dépit de la parole donnée par nos partenaires occidentaux. En guise de compromis, il fut convenu, et l'Occident a pris cet engagement, que sur le territoire des nouveaux membres, où nous nous étions résignés à accepter ces nouveaux membres, aucune force militaire substantielle ne serait déployée. Cet accord fut scellé dans le cadre du Conseil OTAN-Russie, qui fonctionnait également dans de nombreux domaines. Des groupes de travail ont été créés pour lutter contre le terrorisme, pour soutenir l'Afghanistan et bien d'autres choses. Tout cela a, bien entendu, été détruit et démantelé unilatéralement par l'Occident. Mais nous avions accepté le compromis qu'aucune force militaire substantielle ne serait stationnée en permanence sur le territoire des nouveaux membres. Par la suite, nous avons constaté que de telles forces étaient bel et bien présentes. L'Occident nous disait alors que ces forces n'étaient ni substantielles ni permanentes. Au début, il n'y avait qu'une brigade militaire déployée de manière rotationnelle, partant et revenant, donnant ainsi à la présence militaire un caractère de permanence. Nous avons alors proposé de définir ensemble ce que signifiait la notion de force militaire substantielle, avec des chiffres concrets sur les armes lourdes, les armes légères et le nombre de soldats concernés. Cependant, ils ont catégoriquement refusé d'ouvrir la discussion. À mesure que nous manifestions notre bonne volonté et proposions de poser des bases solides pour notre coopération avec l'OTAN, ils refusaient toute concession qui aurait pu limiter leur liberté d'action, même si cela nuisait à nos intérêts. Nous avons fini par comprendre l'inutilité de ces relations avec ces États et leurs dirigeants. C'est alors que le président Poutine a adressé un message clair lors de la conférence de Munich en 2007, attirant l'attention des dirigeants occidentaux présents sur le fait qu'ils ne pourraient pas imposer leur volonté à tout le monde et que le monde est bien plus diversifié que la seule civilisation occidentale, qui elle-même connaît une forte dégradation à cause des idées promues en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Cet avertissement de Munich n'a pas été pris au sérieux. Ils ont souri, interprétant cela comme une simple manifestation de mécontentement de la Russie. Nous avons persisté dans nos explications sur la voie dangereuse empruntée par l'Occident, croyant pouvoir ignorer la Russie. En 2008, nous avons proposé un traité de sécurité européenne, simple dans son principe. Quelques années auparavant, les pays de l'OSCE s'étaient engagés lors d'un sommet à ne pas renforcer leur sécurité aux dépens des autres et à ne revendiquer aucune domination sur cette ère géopolitique. Pourtant, l'OTAN poursuivait son expansion, attirant même d'anciennes républiques soviétiques en dehors des pays baltes, déjà membres. Nous avons donc demandé aux dirigeants de l'OTAN de respecter cet engagement politique, mais ils nous ont répondu que cela ne représentait qu'une déclaration politique sans valeur juridique. Nous avons donc présenté en 2008 un projet de traité de sécurité européenne, codifiant ces engagements en obligations juridiques. Cela aussi fut catégoriquement rejeté. Ils nous ont répété que seules les nations membres de l'OTAN pouvaient bénéficier de garanties juridiques de sécurité.
Nous avons alors proposé en 2010 de signer un traité Russie-OTAN, mais encore une fois, ce fut refusé. Face à tous ces refus, notre bonne volonté se heurtait constamment à une attitude semblable. Au début des années 2000, lorsque George W. Bush est sorti du traité sur la défense antimissile, le président Poutine l'a averti du caractère précipité de cette décision. On nous a dit que cela n'était pas contre nous, mais contre la Corée du Nord et l'Iran, ce qui était évidemment faux. Nous avons proposé de créer un système commun de défense antimissile entre la Russie, les États-Unis et l'Europe, mais cela fut également ignoré. Une situation similaire s'est produite en 2020, lorsque les Américains sont sortis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, accusant la Russie de le violer, et ont placé des missiles de ce type dans la région de Kaliningrad. Ils ont pris cette décision de manière unilatérale, et le président russe a alors déclaré que nous déplorions cette décision. Pour limiter la prolifération de ces armes déstabilisantes, nous avons déclaré un moratoire unilatéral, que la Russie s'engageait à respecter aussi longtemps que ces missiles américains ne seraient pas déployés ailleurs. Aujourd'hui, ces missiles apparaissent aux Philippines et au Danemark. Nous avons rappelé nos avertissements, et en 2020, pour prévenir la prolifération de ce type d'armement déstabilisant, le président Poutine a adressé des lettres aux pays de l'OTAN pour exposer notre position et inviter les membres de l'OTAN à s'associer à notre moratoire collectif en l'absence de traité. En plus de proclamer un moratoire unilatéral, le président Poutine a précisé « Puisque vous soupçonnez que nous avons déjà déployé des missiles interdits par l'ancien traité sur nos systèmes Iskander dans la région de Kaliningrad, nous vous invitons à venir vérifier que ce n'est pas le cas. » Cette initiative, destinée à établir la transparence, était un gage supplémentaire de notre volonté de ne pas escalader la situation. En échange, nous souhaitons visiter la Pologne et la Roumanie, où les bases de défense antimissiles du 3e site positionnel hébergent les systèmes MK41A. Selon les informations fournies par les fabricants de ces armes, ces systèmes peuvent être utilisés non seulement pour la défense antimissile, mais aussi comme lanceurs pour les missiles à portée intermédiaire et courte, autrefois interdits par le traité. Donc, si nous sommes honnêtes, venez nous voir et nous viendrons chez vous pour nous assurer que tout est conforme. Proposons un simple respect mutuel du moratoire, sans accord formel. Ils ont catégoriquement refusé. Rien que cela montre qu'ils n'étaient pas honnêtes, et que les Américains se sont retirés de ce traité dès le départ pour pouvoir explorer de nouveaux territoires, y compris les Philippines, et je suis convaincu que d'autres pays de la région Asie-Pacifique recevront également des demandes pour accueillir ce type d'armement. Notre bonne volonté ne s'est pas éteinte. En janvier 2020, lorsque le président Poutine a été invité par le Premier ministre Netanyahou à Jérusalem pour l'inauguration d'un mémorial en hommage aux victimes du siège de Leningrad, il a exprimé dans son discours son inquiétude face à la montée des tensions dans les relations internationales. Il a invité les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à faire preuve de responsabilité et à organiser un sommet pour discuter honnêtement de leurs différends, analyser les relations internationales du moment et comprendre comment chacun perçoit les problèmes et propose de les résoudre. La France a soutenu cette idée, tout comme la République populaire de Chine, qui a été la première à l'appuyer. Les États-Unis sont restés silencieux, et les Britanniques ont naturellement observé leur allié principal. Finalement, tout cela a également été abandonné. La tentative la plus récente a été faite alors que le régime de Kiev violait les accords de Minsk et menait des opérations dans le Donbass, tout en déclarant ouvertement qu'il ne respecterait pas les accords, bien qu'ils aient été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, cette attitude du régime de Kiev, qui a affirmé qu'il ne respecterait pas une résolution du Conseil de sécurité, a eu un effet de contagion aux États-Unis. Il y a quelques mois, une résolution avait été adoptée pour appeler à un cessez-le-feu durant le mois sacré du Ramadan. La représentante permanente des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, s'était abstenue de poser son veto, mais après l'adoption de la résolution, elle a déclaré qu'elle n'était pas obligatoire. Cette position des États-Unis vis-à-vis des résolutions du Conseil de sécurité est donc directement comparable à celle du régime de Kiev concernant les accords de Minsk. Néanmoins, en décembre 2021, nous avons attiré l'attention sur la gravité de la situation et souligné l'urgence d'arrêter les actions entreprises par le régime ukrainien en violation des accords de Minsk. Nous avons proposé 2 traités en décembre 2021, l'un avec les États-Unis, l'autre avec les pays de l'OTAN, pour assurer la sécurité européenne en prenant pleinement en compte les intérêts légitimes de tous les participants, y compris l'Ukraine, la Russie et les pays européens. Le point central de cette proposition était que l'Ukraine ne devait pas rejoindre une alliance militaire. On nous a répondu que cela ne nous concernait pas, et ils ont refusé d'en discuter, bien qu'auparavant ils exprimaient publiquement leur inquiétude et envoyaient chez nous le directeur de la CIA et d'autres émissaires pour appeler à trouver une solution non militaire. Pendant que ces discussions se poursuivaient, le régime ukrainien recourait à la force de manière de plus en plus intense. Lorsque l'Occident a rejeté nos propositions de décembre 2021 et que l'Ukraine, toujours en refusant les accords de Minsk, a annoncé en janvier et février qu'elle passait à un plan B. Plusieurs fois, ils ont intensifié les bombardements du Donbass. Nous n'avions pas d'autre choix que de lancer l'opération militaire spéciale. Le président l'a expliqué en détail. En outre,
Il a longuement abordé les raisons géopolitiques qui ont conduit à cette situation. En 2021, on nous a clairement dit « L'Ukraine et l'OTAN décident seules de la manière dont elles souhaitent organiser leurs relations. Vous n'avez pas à vous en mêler. » 8 ans plus tôt, l'Union européenne nous avait répondu de la même manière. En 2013, lorsque le président ukrainien Yanukovych, au cours des négociations sur l'accord d'association avec l'Union européenne, avait soulevé la question des contradictions possibles avec l'accord de libre-échange en vigueur dans la CEI, Communauté des États indépendants, l'UE l'avait écarté. Cet accord de libre-échange garantissait une absence de tarifs pour presque tous les produits au sein de la CEI, alors que dans nos relations avec l'UE, certains produits étaient encore soumis à des tarifs importants. L'UE souhaitait que l'Ukraine réduise à zéro les droits de douane pour les produits européens, ce qui menaçait de transformer l'Ukraine en un marché ouvert aux exportations qui allait à l'encontre des accords avec la Russie. Nous avons alors proposé à l'UE, tout comme en décembre 2021 à l'OTAN, de s'asseoir pour chercher des solutions qui ne nuiraient à personne. En 2013, nous avons proposé de trouver un moyen d'harmoniser les accords existants pour l'Ukraine. Cependant, José Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, nous a répondu « Ne vous mêlez pas de nos affaires avec l'Ukraine. Nous ne nous ingérons pas dans vos relations commerciales avec le Canada. » Cette réponse révélatrice d'un manque de jugement, selon moi, a eu des conséquences décisives. Lorsqu'Yanukovych a finalement compris qu'il avait besoin de temps pour évaluer cet accord d'association, l'UE a orchestré des manifestations permanentes qui ont culminé en un coup d'État, le fameux Maïdan. Voici, en bref, le contexte géopolitique, et la ligne actuelle de l'Occident ne diffère en rien de ses approches précédentes. Leur principal objectif reste de ne pas permettre à la Russie de renforcer sa position ou de trouver sa place sur la scène internationale, en l'encerclant de pays hostiles. Cela s'est produit en 2008, lorsque l'Occident a encouragé le président géorgien de l'époque, Mikheil Saakashvili, à mener une agression contre l'Ossétie du Sud et contre les forces de maintien de la paix russe. Cela se répète, en quelque sorte, aujourd'hui, alors qu'ils tentent de mettre la main sur la Moldavie en installant des dirigeants qui défendent les intérêts occidentaux plutôt que ceux de leur propre peuple. L'Occident tente également d'étendre son influence en Asie centrale, ce que nous avons pu constater lors de nos récents déplacements, notamment en Ouzbékistan avec le président Poutine. Nous avons des contacts réguliers avec nos amis au Kazakhstan et dans toute l'Asie centrale. La volonté de l'Occident d'isoler la Russie, de l'empêcher de se développer et de réaliser son plein potentiel, relève de l'utopie, bien que la qualité des dirigeants actuels en Occident puisse laisser penser qu'ils prennent ces illusions au sérieux. Ils peuvent essayer, mais il est évident pour tout le monde que cela se terminera par un échec. Ces objectifs, apparus après la chute de l'Union soviétique et la découverte d'une Russie insoumise, continuent de se manifester aujourd'hui autour de l'Ukraine. Des discussions émergent, de manière insidieuse, sur la possibilité de frapper n'importe quelle partie du territoire russe. Hier encore, avant de quitter Tachkent, le président s'est longuement exprimé sur ce sujet. Je suis certain que vous êtes familier avec ces déclarations, donc je n'y reviendrai pas. Je vais maintenant suspendre mon exposé, comme disent les Français, et donner la parole à ceux qui souhaitent partager leurs réflexions ou poser des questions. Merci. Dans son discours, Sergueï Lavrov exprime une critique profonde des actions occidentales, qu'il perçoit comme une tentative continue d'isoler et d'affaiblir la Russie sur la scène internationale. Pour lui, la crise en Ukraine n'est pas qu'un simple conflit régional. Elle représente une lutte géopolitique plus vaste, opposant la Russie à un Occident déterminé à préserver son influence mondiale, même si cela doit entraîner des tensions croissantes. Lavrov revient sur l'expansion de l'OTAN et accuse les États-Unis et leurs alliés de ne pas avoir respecté leurs engagements pris après la fin de la guerre froide. Selon lui, loin de garantir une sécurité commune, l'OTAN est devenue un instrument de domination américaine en Europe, cherchant à maintenir plusieurs nations européennes sous influence. Il ajoute que cette dynamique de contrôle s'étend désormais à l'énergie, les États-Unis cherchant à diminuer la dépendance européenne envers la Russie, même si cela implique des conséquences économiques négatives pour les Européens. Bien que la Russie ait essayé d'établir une coopération avec l'Occident, y compris par des propositions de désarmement et de défense commune, Lavrov déplore que ces initiatives aient été systématiquement rejetées. À ses yeux, cette attitude occidentale traduit une défiance structurelle, voire un mépris envers la Russie, ce qui empêche tout rapprochement durable et équilibré. Quant à la situation en Ukraine, Lavrov justifie l'intervention militaire russe comme une réponse nécessaire pour contrer ce qu'il décrit comme des menaces directes pour la sécurité et la culture russe. Il dénonce le non-respect des accords de Minsk par Kiev, soutenu selon lui par l'Occident, et présente la Russie comme une victime des manipulations géopolitiques de l'Occident. Ainsi, il voit l'Ukraine comme un simple pion stratégique utilisé pour affaiblir la Russie dans un cadre de lutte pour le pouvoir. En critiquant les pratiques occidentales, Lavrov met en évidence une divergence entre les principes diplomatiques affichés et les actions menées, qui seraient, selon lui, guidées par des intérêts unilatéraux. Il prône une alternative, celle d'un monde multipolaire où chaque nation pourrait préserver son indépendance sans se soumettre au diktat d'un ordre mondial dominé par une seule puissance.
Il anticipe que la politique de contournement occidentale, en refusant le dialogue et en cherchant à imposer ses valeurs, finira par être contre-productive et isolera davantage l'Occident. Pour Lavrov, cette stratégie est vouée à l'échec et pourrait même aboutir à des fractures encore plus profondes. Il appelle ainsi à un nouvel ordre mondial fondé sur le respect et la coopération, tout en avertissant que la poursuite de la confrontation ne fera qu'aggraver les tensions internationales. Le discours de Lavrov est une défense des actions de la Russie, mais aussi un plaidoyer pour un changement dans les relations internationales, en rejetant l'idée d'une confrontation sans fin qui nuirait à la stabilité mondiale. La Russie se présente ici comme le garant d'une alternative aux pratiques hégémoniques, cherchant à préserver un équilibre face aux tentatives d'uniformisation. Cependant, cette vision soulève également des interrogations quant au risque d'une confrontation prolongée, pouvant poser des défis pour la Russie dans un monde de plus en plus divisé. En conclusion, les propos de Lavrov invitent à réfléchir sur l'avenir de l'ordre mondial et la place de la Russie dans ce système. Ce discours soulève des questions essentielles. Un monde multipolaire pourrait-il réellement assurer une stabilité durable ? Et quelles adaptations l'Occident devrait-il envisager dans sa relation avec la Russie pour éviter une escalade incontrôlable ? Partagez vos réflexions en commentaire. Vos avis enrichiront ce débat crucial. Voici 5 leçons d'excellence inspirées des propos de Sergueï Lavrov pour évoluer vers l'excellence dans sa vie personnelle et professionnelle. 1. Persévérance malgré l'adversité. Lavrov souligne la détermination de la Russie à défendre ses intérêts malgré les pressions extérieures. Cette persévérance face à l'adversité est une qualité essentielle dans toutes les sphères de la vie. Dans la vie personnelle, cela signifie ne pas abandonner ses objectifs malgré les obstacles, faire preuve de résilience face aux échecs et en tirer des leçons pour s'améliorer. Dans le domaine professionnel, persévérer dans des projets complexes, rester concentré et motivé malgré les défis, et chercher constamment des solutions pour avancer sont des attitudes qui mènent à l'excellence. 2. Pragmatisme et adaptabilité. Lavrov met en avant l'importance d'adapter sa stratégie aux circonstances changeantes, notamment dans ses relations avec l'Occident. Cette capacité à être pragmatique permet de faire face aux aléas. Dans la vie personnelle, savoir changer de cap et s'adapter quand surviennent des imprévus, au lieu de s'accrocher rigidement à un plan initial, montre une grande ouverture d'esprit. Sur le plan professionnel, cette qualité se traduit par la capacité à ajuster ses méthodes de travail et ses stratégies en fonction des nouvelles réalités du marché ou de l'entreprise, tout en étant prêt à revoir les processus pour gagner en efficacité. 3. L'importance du respect mutuel. Lavrov prône un ordre mondial fondé sur le respect et la coopération, où chaque nation peut se développer librement. Cette vision souligne la valeur du respect mutuel dans les relations humaines. En matière de relations interpersonnelles, cela consiste à faire preuve d'écoute, de respect, et à valoriser la diversité des opinions et des cultures, ce qui enrichit les échanges. Dans un cadre professionnel, cette attitude se manifeste par une collaboration efficace, en respectant les perspectives de ses collègues et en valorisant la diversité des compétences et des points de vue pour favoriser un travail d'équipe harmonieux. 4. Vision à long terme. Lavrov évoque la stratégie russe de maintenir un équilibre global durable, illustrant l'importance d'avoir une vision à long terme. Cette perspective permet de rester focalisé sur des objectifs essentiels malgré les défis immédiats. Dans la vie, cela consiste à planifier ses objectifs sur le long terme en fonction de ses valeurs et ambitions, ce qui permet de garder le cap sur ce qui compte vraiment. Au travail, cette vision se traduit par la définition d'objectifs de carrière alignés avec ses valeurs, par l'investissement dans des compétences utiles à long terme et par la concentration sur des projets à forte valeur ajoutée. 5. Fermeté dans ses convictions. Lavrov défend fermement les intérêts de son pays sans compromis, ce qui montre l'importance de rester fidèle à ses convictions même sous pression. Cette fermeté est une qualité précieuse pour affronter les défis et affirmer ses valeurs. Dans la vie privée, cela signifie rester ancré dans ses valeurs et croyances, même face aux influences extérieures. Il s'agit de ne pas céder aux pressions dans les décisions importantes. Professionnellement, cela implique de défendre ses idées et points de vue tout en restant ouvert au dialogue, et d'avoir le courage d'exprimer ses opinions et de prendre des décisions en accord avec ses principes. Ces leçons d'excellence, inspirées par la capacité de Lavrov à naviguer dans un contexte complexe en préservant vision et valeurs, démontrent que résilience, adaptabilité, respect, vision à long terme et fermeté sont des qualités essentielles pour évoluer avec succès, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.